Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ça le problème. Et là, tu as eu raison de dire elle va chercher un plan sur lequel cette différence, un plan transcendantal, mais un plan qui est hors conscience, pré-conscience. Un plan qui est un champ transcendantal. Qu'est-ce que ça veut dire un champ transcendantal ou un plan transcendantal? Ça veut dire un plan où tous les présupposés extérieurs, les présupposés dans le domaine moral, dans le domaine politique, dans le domaine perceptif, dans le domaine de la connaissance, sont éliminés. On ne garde que ce qu'on pourrait appeler, il faut bien lui donner un nom malgré tout, une sorte de sentiment, d'impression, comme le dit Jung, première, de sensation première. Tout, c'est pourquoi Deleuze commence par Jung, tout commence avec cette sensation, et Jung construit incontestablement un champ, un plan. L'un et l'autre sont équivalents, on peut dire comme on veut, mais enfin il dit je crois plan. Un plan d'immanence, c'est-à-dire où toutes les significations sont réduites. Et où il y a quelque chose qui n'est pas de l'indifférencié, certainement, mais qui est au contraire capable de révéler la différence pure. Là, c'est pas tellement les philosophes d'ailleurs qui l'intéressent. Deleuze, c'est les romanciers, c'est Proust. Parce que Proust est chez lui un auteur qui est peut-être le premier à avoir mis, de ce point de vue, la puce à l'oreille dans son analyse de ses expériences vécues, mais qui ne sont pas prises d'une façon phénoménologique. Il y a un vécu deleuzien qui n'est pas exactement phénoménologique, bien qu'il s'en rapproche, et qu'il a été choisir dans la recherche du temps perdu, avec les impressions qui sont des impressions qui ne sont pas, qui sont en quelque sorte dans l'expérience enfantine, dans l'expérience adulte, séparées, détachées du temps, qui crée une sorte de plan, de milieu, d'essence, selon l'expression proustienne, mais que Deleuze ne considère pas comme une essence, qui sont ces impressions répétitives qu'il trouve, qu'il analyse à différents degrés, dans le goût de la madeleine, l'odeur des aubépines, les clochers de Martinville, les pavés de l'hôtel de Guermantes, etc. Donc il y a quelque chose qui vient totalement, ce plan de la pensée vient totalement du corps, mais il vient du corps en tant que pensée, et du corps en tant que susceptible de penser, puisque c'est une impression corporelle, mais qui est associée avec avec une mémoire involontaire, et ce autour de quoi, comme vous le savez, Proust organise sa recherche. Or, c'est là, dans ces signes qui sont donnés par le réel, que Deleuze, dans Proust et les signes, établit peut-être pour la première fois le plan de sa recherche. Il y a là un point, le second point sur lequel je voulais insister, tu as parlé de dramatisation. La dramatisation, qu'est-ce que c'est que la dramatisation? Ça veut dire que on n'étudie pas, c'est une idée nietzschéenne en définitive. Ce qui importe, ce n'est pas la pensée, ce sont les circonstances dans lesquelles une pensée a pris naissance. Mais le danger, c'est que cela peut transformer la philosophie en sociologie, ou en histoire des idées, ou en psychologie. Et Deleuze en a eu parfaitement conscience,
lorsque, dans son intervention au Collège de philosophie, qui a été reprise dans différentes répétitions, mais qui a été reprise également par David Lapouzade dans ses rééditions de Deleuze, il oppose la question du qu'est-ce que c'est, qui précisément est celle du Titoen Einai, c'est-à-dire de l'essence. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une essence de la différence, mais dans quelles conditions, de quelle façon, où, quand, etc. Tout en maintenant quelque chose, et là aussi tu l'as bien noté, mais il faudrait bien scander ces idées-là, tout en maintenant quelque chose qui fait que ce n'est pas de l'empirisme au sens de l'observation des sciences humaines, mais ça pénètre dans le domaine de la philosophie tout en maintenant la puissance de l'idée. C'est-à-dire c'est une idée. Le mot idée, à ce moment-là, n'est plus totalement analysable. Le mot idée n'est pas totalement analysable, puisque on ne peut que le confronter avec différentes définitions de l'idée au cours de l'histoire de la philosophie, ou le confronter avec une impression que l'on peut avoir, ou l'idée directrice, ou l'idée sous laquelle on comprend quelque chose n'est pas la même chose que une expérience particulière ou un exemple que l'on donne pour l'expliquer, pour la rendre plus claire. C'est quelque chose qui toujours dépasse, étant surcroît que toute chose que Deleuze avait analysée aussi dans un texte qui est intégré sous une forme résumée et transformée, qui était un texte sur l'imagination transcendantale chez Kant, et la troisième critique kantienne, la critique de la faculté de juger, où il a inséré des notions de cet ordre avec un ensemble qui lui permet justement de construire, comme tu l'as remarqué à juste titre, son empirisme transcendantal. Mais je crois, pour terminer, qu'on peut difficilement, malgré tout, faire abstraction. C'est pour ça que je t'ai dit au début, dans le petit mot que je t'avais mis, c'est un peu trop abstrait, dans le sens justement où tu détaches le concept de toute possibilité de référence à quelque chose qui, d'autre part, peut chez le lecteur, chez l'auditeur, éveiller des idées, éveiller des souvenirs, voir à quoi ça se rattache, comprendre justement quelle est l'originalité de la recherche deleuzienne. Originalité et également d'ailleurs ce n'est pas absent de critique non plus, parce que on peut admirer l'originalité de cette recherche, d'autre part, mettre en doute, par exemple, ce que je mets fortement en doute, que son interprétation de Nietzsche corresponde à la pensée de Nietzsche, ou tout au même. Mais il ne cherche pas à le faire correspondre, il s'empare justement librement d'une expression comme éternel retour. C'est pas une œuvre historique qu'il fait, c'est une œuvre qu'il fait à partir des propositions que certaines formules, dépassant d'ailleurs au fond l'historique, peuvent lui fournir, comme dans l'anti-Oedipe, sera utilisé corps sans organe, dont la signification n'est absolument pas évidente, et qui est transformé par une sorte de coup de force en un concept directeur, et qui est une expression, une formule d'Artaud, comme vous le savez, qui est utilisée dans un état paroxystique d'Artaud, et qui n'a rien à voir avec un concept d'ordre philosophique. Tu cites également le pli, là, il y a un bon passage, mais qui aurait pu être justement peut-être accentué et permettre de centrer une des remarques, peut-être s'adressant davantage à l'assistance autour du pli de subjectivation, ou alors, lorsque tu dis, ce qui n'est pas non plus évident du tout,
que le cinéma contemporain est nécessairement un cinéma qui est consacré à des analyses temporelles, peut-être, mais ça ne veut pas dire que le cinéma antérieur n'en avait pas. Donc on ne peut pas affirmer des choses comme ça sans les analyser, sans les commenter quand même, en donnant peut-être des exemples. À part cela, je te remercie et je donne la parole, parce que c'est un tout à fait gros effort. Il faudrait peut-être, si c'était publié quelque part en français, revoir. Il y a des expressions françaises qui sont peut-être pas toujours exactes. Mais enfin, là c'est pas grand-chose. C'est une énorme connaissance de la langue française dont tu témoignes. Bon, je laisse la parole. Disparu après différentes répétitions. Pourquoi? Ah oui, ah mais parce que je ne pouvais pas parler de tout à la fois. Mais d'autre part, cette différence, avec Proust, on voit bien qu'est-ce que c'est que la différence, quand est-ce que l'essence de l'événement ou de la vie apparaît et va constituer la seule matière susceptible d'écriture. C'est justement lorsqu'il y a ce recouvrement, cette résurgence de la sensation passée dans la sensation présente est une répétition, mais une répétition dans la différence. Au moment où cette sensation passée était éprouvée, elle n'était pas. C'est la répétition qui fait surgir la différence. Pourquoi? Je prends l'exemple ultra connu du goût de la madeleine se fondant dans du thé. Pourquoi, à un certain moment, prenant cela, il s'arrête, il réfléchit, il ressent le même goût? C'est précisément parce que la différence n'apparaît qu'au moment de la répétition. Comment veux-tu? Si on est plongé dans une différence pure, on est plongé dans l'inconscient. On est plongé on est plongé dans ce, comme tu l'as dit d'ailleurs, qui ne se souvient plus de la différence. Il y a des synthèses. Pour saisir la différence, il faut des synthèses du temps qui sont toujours répétitives à partir d'un certain nombre d'instances qui sont le passé, le présent et l'avenir, et qui permettent de situer cette différence relativement à la répétition. La répétition est référentielle, et la différence ne vaut logique paradoxale. Logique paradoxale de la différence comme tu l'as regardé, et dans le paradoxe. Et dans le paradoxe, on ne peut pas la saisir si on ne l'identifie pas. Donc il y a quelque chose qui demande forcément. Alors, les formes variées de la différence et de la répétition que Deleuze présente, à travers ses propres analyses ou à travers la place qu'il confère aux auteurs qu'il étudie, comme disait Foucault, ce théatrum philosophicum, cette sorte de théâtre philosophique dans lequel il convoque les auteurs de l'histoire de la philosophie, c'est un jeu justement d'apparition, de disparition, où se fait cette alternance paradoxale, cette combinaison paradoxale. Maintenant, le texte est extrêmement difficile. J'avais une fois tenté de faire une analyse justement autour de ce que tu rappelles, la répétition dans le 18 Brumaire de Marx. Je ne vais pas le refaire. Je ne vais pas le refaire parce que ça me fatigue. Oui, parce que je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite. Mais enfin, je vous le signe. Je l'ai écrit quelque part, peut-être, mais je ne m'en rappelle plus.
Mais est-ce que la répétition, non, interroge les gens, ne m'interroge pas, moi. Parce que ça ne peut pas, c'est me rendre malade. De nouveau, je ne sais même pas si je peux rentrer chez moi. Je peux pas faire appel à une ambulance. Eh oui, c'est ça. C'est ça le grand problème. Je te ramène en scooter. Ah, c'est ça. Alors là, ça serait parfait, admirable. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas, vous aimez bonbon? Mais c'est pas ça qui m'arrange. Ce n'est pas ça qui m'arrange. Oui. Je vous écoute. Mais en fait, c'est un texte qui va, comment dire, écrit pour une colloque internationale à Taipei Peut-être en mai Nicolas prochain. casse toujours des idées à l'intention de faire une intervention sur différentes répétitions. Qui l'a lu? Parce que qui est-ce qui l'a lu différentes répétitions? Un temps soit que personne. Un petit peu. À quoi? Non, je voulais Mais savoir. c'est un texte difficile à porter stablement. Mais c'est un grand mérite que de l'écrire. Je voulais savoir s'il parlait d'Héraclite un peu dans différences et répétitions, parce que finalement, différences et répétitions, c'est un peu des concepts qui peuvent être tirés, tu sais, de... on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, d'une certaine manière. Ouais. Qu'est-ce que tu demandais? Je demandais s'il Si c'est parlait... des combats, je ne peux pas entendre. Je demandais s'il parlait d'Héraclite dans différences et répétitions. Héraclite. Héraclite, un Héraclite, philosophe grec. Bah oui, Héraclite. c'est bien. Oui, Oui, je crois. s'il en parle. dans différentes répétitions. Oui. Si, oui. Je ne crois pas qu'il est bien cité par les philosophes de si. J'ai l'impression, comme l'Héraclite, comme il cite beaucoup Nietzsche, il le cite aussi à travers Nietzsche et les philosophes présocratiques. Donc il n'y a pas seulement Héraclite, d'ailleurs, qui sont ce plan-là, il y a Empédocle aussi. C'est un petit peu le même genre. Quand il parle des philosophes de la nature, quand il parle des philosophes du devenir, c'est toujours à cela qu'il se réfère. Mais il se réfère peut-être plus davantage à Plotin. Parce qu'il y a une alternance, aller de l'un à l'autre. Il y a toujours cette reprise dans l'idée. Cette idée du tout et du mode, comme chez Spinoza. Et il y a du plotinisme, c'est absolument certain chez Spinoza. Ben, allez-y. Cajou.
Tu n'as pas d'idée? Puisque tu as travaillé sur ce moment-là, tu as en main un savant en terre difficile, c'est certain. Je vais réfléchir. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas lu ce livre de Gilles Deleuze. Allez, attends une seconde, parce que j'y pense. Tu as donné également la formule énigmatique sans ça c'est un oubli qu'il faut que tu comprenses, sans expliquer ce qu'elle voulait dire. Avec le T de différenciation et le C. Là, tu n'as pas du tout expliqué ce que ça veut dire. Oui, mais parce que pour moi, c'est exposé et mis au point à la conception de la répétition au lieu de différence. Non, même c'est pas ça. En français, ça n'est pas français, ce mot, effectivement, d'autant plus que le mot composé, et d'autre part, cette formule bizarre avec un T sur un C. C'était ce que je voulais te demander, qu'est-ce que c'est que signifie le T et qu'est-ce que c'est que signifie le C, parce que ça joue un rôle dans différentes répétitions à un certain moment. On a dit il y a la différenciation et la différenciation. Donc, dans l'une, si je me souviens bien, est attribuée à l'objectif, et si l'on peut dire, à l'état permanent de la différence. Toutes choses sont dans des états, existent dans le monde, que ce soit les pierres, les hommes, les arbres, à l'état de différenciation, avec un T, je crois, et la différenciation avec un C, c'est l'action par laquelle on différencie. Donc la différenciation avec un C, qui est l'écriture courante de différenciation, si vous écrivez un texte français avec le mot différenciation, vous écrirez avec un C. Mais avec un T, vous ne l'écrirez pas. Donc c'est un mot savant qui est ajouté de façon à désigner quelque chose d'autre à quoi l'on ne pense pas. Alors quand on parle, on dit faire une différenciation entre deux personnes, entre Marius et Sylla, entre Hollande et Sarkozy, entre n'importe quoi et n'importe quoi, entre ce livre et ce plié, mais parce que ce sont des choses qui existent, d'autre part, dans une différenciation antérieure, et qui fait que la reprise expressive et en conscience n'est pas exactement la même chose que ce qui existe à l'état différencié. Je pense, mais il faudrait que je revérifie, c'est pour ça que je peux le demander. Mais d'autre part, vous avez aussi ce que j'oubliais dans le mot de différence, quelque chose qui a été écrit un peu avant Deleuze, je crois que ça a été écrit un peu avant Deleuze, qui est Écriture et différence de Derrida, donc ce n'est pas le seul auteur de la différence, c'est le seul qui est utilisé ainsi. Et d'autre part, il y avait également à quoi il se confronte, mais également dont il se distingue et qui n'accepte pas, c'est la différence heideggerienne et est appelée par lui différence ontique et ontologique. C'est une différence qui s'établit entre l'être dont
C'est un peu à la base d'une certaine forme d'existentialisme heideggerien, différence établie entre l'être tel qu'il est affirmé dans cet être primordial de Parménide ou d'Héraclite ou d'Empédocle, de la physique antique, qui signifie à la fois la nature et l'être en soi, si l'on peut dire, et d'autre part, les états, c'est-à-dire ceux qui sont les existants, ceux qui sont les choses qui se présentent, qui ne sont pas êtres, et l'homme étant le seul qui se pose dans son existence la question de l'être. Que position heideggerienne, mais ce n'est pas du tout la position deleuzienne, puisque, à juste titre, tu l'as dit, il affirme l'univocité de l'être. En définitive, il n'y a pas d'une part un être absolu en soi, et d'autre part des êtres qui seraient des existants. Il y a une univocité. Mais je pense que différenciation avec un T et un C, ça représente une sorte de double ombilico transcendantal de la différence chez Deleuze, c'est-à-dire avec un T, il se présente comme la détermination de l'idée, c'est-à-dire au champ transcendantal, mais avec un C, ça présente comme l'état de la différence, l'état des choses, au champ d'ombilique. Et ensemble, ça représente la méthodologie ou la méthode de la dramatologie en philosophie de Deleuze. C'est pour ça ce mot il est très important et surtout il renvoie toujours à l'idée du virtuel et l'actuel. Et tu l'as pris à quelle place là? Il est aux dernières pages, je n'ai pas marqué mon texte. Si, mais je n'ai pas noté. Je n'ai pas noté les références précises. Et Deleuze non plus, je dois dire, ne notant pas. Il y a bien une table des matières, mais qu'elle ne donne pas d'une façon très très précise. Les localisations, c'est une difficulté inimaginable pour s'y retrouver, de sorte que je suis d'autant plus reconnaissant, je te félicite d'avoir mis dans cet ensemble quelque chose qui est de la systématisation. Je ne dis pas, parce que le mot ne serait peut-être pas tout très très juste de la clarté, parce que je ne pense pas tout à soit beaucoup plus clair, mais tout au moins de l'ordre. Un petit peu, tu as montré un peu quels étaient les différents problèmes qui se posaient et quelle était leur hiérarchie. Ça. Je voudrais comprendre pourquoi, dans la première phrase citée, vous avez mis la citation où Deleuze parle de la théorie philosophique comme une pratique. Parce que là, si j'ai bien compris, votre travail est sur la différence, mais dans cette citation, il y a question de la pratique philosophique. Alors comment vous reliez les deux choses-là? Oui, est-ce que cette phrase-là, elle joue un rôle particulier dans votre argumentation ou quoi? Je pense que chez Deleuze, il y a toujours une méthode très, comme dire, très au terme foucaultien, autochtone, c'est-à-dire il reste toujours dans une méthode immanente. On voit ou on rencontre les cas différents
Mais chaque fois on voit un cas, on doit développer un concept avec. Il n'y a pas de concept fait et présupposé. Et c'est pour ça de dire dans mon texte là, penser la différence, il est toujours en action de, comment dire, il est toujours une pensée et une pratique de la différence. C'est-à-dire, je dois penser la différence à la manière que je rencontre. Il n'y a pas une idée ou un concept de la différence fait en avance. Et la théorie et la pratique est identique chez Deleuze. C'est ça. Et dans ce cas, Oui, c'est ça. Tu as parlé aussi de concept, de théorie et pratique du concept, effectivement. Et c'est utilisé cette expression. Parce qu'on va, là aussi, peut-être que c'est pour n'avoir pas l'air de faire une pensée trop théorique, et parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait un reproche de la philosophie marxiste, du caractère trop théorique de la philosophie universitaire, alors que ce qui compte, c'est la pratique. Deleuze s'empare un peu de ce mot et il le transforme d'une façon qui n'est pas d'autre part sans valeur, parce qu'il retrouvera dans le courant de ses œuvres aussi, il indiquera des pratiques, il sera à l'origine de certaines pratiques dans le domaine esthétique, dans le domaine politique aussi, avec Guattari, il y aura, et ce n'est pas un politicien, mais il initiera une pratique. Lorsqu'il s'occupera des prisons avec Foucault, ce sera bien quelque chose qui est une pratique relativement à l'état disciplinaire. Donc, on peut dire qu'il n'a jamais séparé une théorie pure, qui est au contraire une théorie justement de l'essence, une théorie de l'identité, une théorie des choses fixées une fois pour toutes, tandis que l'idée deleuzienne est toujours plongée dans le concret, c'est absolument certain. Oui, c'est la raison pour laquelle Badiou a dit que la philosophie de Deleuze est une philosophie des cas dans son livre. Et je crois que pour Deleuze, la théorie n'est pas tout faite. Chaque fois, il y a un concept ou il y a une conception qui est toujours inspirée de cas différents. Et dans ce cas, lorsque vous citez la phrase de Deleuze, faire de la philosophie, c'est justement commencer par la différence. Vous interprétez cette phrase comment, disons, c'est-à-dire que commencer par la différence, selon vous, ce serait dans ce cas commencer par des cas différents, c'est ça? Voilà. Vous l'interprétez comme ça. Foucault peut être un cas aussi, ainsi que le cinéma. Voilà. Et on développe les concepts, on crée des concepts au fur et à mesure de la rencontre des cas différents. À un moment, Deleuze, dans la Décédère, s'il n'avait pas été philosophe, il aurait fait de la jurisprudence. Et il oppose ça aux droits de l'homme. Et la jurisprudence, c'est justement comment on fait du droit au cas par cas, en fait. Donc, en effet, ça rejoint complètement la question de la différence. Oui, j'ai pas entendu. Une remarque plutôt. À moi? Non. Oui, c'est une remarque, non? Ouais, oui.
Et comment interprétez-vous aussi la phrase là où il dit la pensée n'a pas d'autre fonctionnement que sa propre naissance, toujours la répétition de sa naissance, occulte et profonde. Le fait que cette répétition soit elle-même, à son avis, occulte et profonde. Il y a quand même ce caractère qui me frappe toujours chez Deleuze, c'est que d'une part, il n'y a pas quelque chose de caché, une essence éternelle derrière, transcendante, etc. Mais en même temps, souvent dans son discours, réapparaît des expressions, il parle de quelque chose d'occulte, profond. Comment vous lisez cette idée? Est-ce que ça concerne votre propos là, ou est-ce que ça... Oui, c'est très difficile, très intéressant aussi, parce que je crois que Deleuze, d'une certaine manière, abandonne le concept de la répétition, parce que dans différentes répétitions, il explique la répétition dans la plupart du temps par l'éternel retour. C'est une idée mythique. C'est très difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'éternel retour. Il y a une croyance, une méthodologie dedans. Et je crois même si on parle de la répétition, on ne peut pas éviter de dresser une métaphysique, de redresser une métaphysique qui est une croyance par exemple, de la volonté de puissance qui vient même chez Nietzsche, il vient d'une mythologie. Et c'est ça peut-être la raison pour laquelle Deleuze a finalement, il ne parle plus de la répétition, ni d'éternel retour, trop métaphysique, trop mythique peut-être. Et pourtant, je rappelle que dans Presque la philosophie, par exemple, il parle de la puissance de répétition du concept, de l'événement, c'est-à-dire que peut-être que le concept de répétition dont les termes qu'il utilisait auparavant n'apparaît plus explicitement, mais apparaît autrement, oui, avec d'autres mots. Oui, il dit, par exemple, dans l'histoire de la philosophie, les plans d'immanence sont en feuilleté. Ça, c'est une certaine manière répétitive. Voilà. Oui. C'est toujours le plan qui revient. Et superposé, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec l'éternel retour. C'est une idée mythique. Oui, tu reviens beaucoup sur l'éternel retour. Maintenant, il est vrai que il y a chez Nietzsche ce passage sur lequel, à mon avis, s'appuie essentiellement Deleuze, qui est un petit aphorisme parlant le poil plus lourd, parlant justement de caractère sélectif de l'éternel retour, comme Nietzsche n'est pas soucieux particulièrement d'établir des correspondances entre ce qu'il a écrit. Je ne dis pas de contradiction, mais enfin de différence, aussi de différenciation. Il n'est pas sûr que l'éternel retour tel qu'il l'a eu dans ce qu'il appelle dans Zarathustra son intuition, ou dans sa correspondance avec Peter Gast en particulier, son intuition fondamentale dans l'Engadine, n'est pas aussi lié à un éternel retour antique qui est tout simplement l'éternel retour des choses, de la nature, d'où l'on peut dire également que ce n'est pas d'ailleurs un retour, on peut l'interpréter aussi comme n'étant pas de l'identique, mais de l'identique dans la différence, c'est absolument certain. Mais cette forme extrêmement tranchée que Deleuze tente à lui donner en disant c'est pas du tout l'identique, cette affirmation pas du tout n'est peut-être pas totalement fondée. Ce n'est pas du tout, c'est un peu, il y est dedans aussi. D'ailleurs lui-même, tu as cité aussi des formulations paradoxales qu'il utilise. Cette logique
étant une logique du paradoxe, on trouve également justement l'identité de la différence, ou la répétition de la différence, ou des choses comme ça. Parce que les mots, à ce moment-là, on ne peut pas se tenir aux mots comme si c'était des choses absolument fixes, mais ils prennent sens dans le contexte où on les utilise. Comme le fait que la philosophie commence en ayant déjà commencé, oui, il y a toujours, c'est dit dans Qu'est-ce que la philosophie, un champ non philosophique, toutes les données pré-individuelles, pré-subjectives, qui appartiennent à la philosophie, dont elle fait sa matière, et sur lesquelles elle réfléchira. Sinon, il n'y aurait rien du tout. Ça serait raisonné dans l'abstraction pure. Bon, on pourrait peut-être alors décider qu'on a conclu. Parce que, je dis ça pour moi, parce que je ne suis incapable de me soutenir. Mais si vous voulez rester avec Kailine, d'accord. Et oui. Pourquoi? Et si, toi, puisque tu es enseignant, professeur, tu peux aussi bien continuer le séminaire que moi. Seulement là, je suis la prochaine fois. Alors voyons. Non, mais d'autant plus qu'il est presque 6 heures, on a donné le temps qui est indiqué. Là-dedans, attendez, je vais, pour ceux qui ne l'ont pas, donner. Qu'est-ce que c'était? Non, c'était toi, c'est ça? Excusez-moi. Il y a quelque chose qui est tombé là, non? Non. Oui, non? Si? Non. Non? Ah, c'est là. Oui, là. C'est ça, séminaire bimensuel, on a 28 février. Constantin Hirodotou, La Chimère, ça. C'est toi qui fais circuler. C'est toi qui te chargera de faire ta propagande. Donc, on reviendra sur le sujet du sable. Et il faudrait tâcher, parce qu'il y a des gens qui voulaient venir, je te dis, Christian Dutheil m'avait promis de venir, par exemple, il n'est pas venu. Il y a beaucoup de gens qui, avec ce temps, ont été découragés ou sont tombés malades, purement et simplement. Je n'aurais pas été poussé par la présence de Kailine et de Yifan, et je serais pas venu. J'aurais téléphoné, j'aurais dit je ne peux pas venir. Je peux pas venir parce que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en forme pour le faire, mais je ne pouvais pas, pour une fois que tu viens de Taipei, ne pas être là. Eh oui. C'est ça, voilà. N'empêche que je suis malade comme un chien. Et pourquoi? Celui qui me dirait pourquoi on dit malade comme un chien, on met une bonne note et une pastille. Pourquoi dit-on malade comme un chien? Vous le savez? Parce qu'en Chine, justement, le chien est un animal estimé. En Chine, En chinois, on dit je fatigue comme un chien. Moi, je suis fatigué comme un chien. Ah, tiens, oui. Au lieu de je suis malade. Mais fatigué, c'est parce qu'il y a des chiens qu'on fatigue. Mais c'est surtout les chiens de traîneau. Or, en Chine, ils n'ont pas beaucoup de chiens de traîneau. Parce que les chiens se traînent, peut-être. Bon, eh bien, je vous remercie. Allons-y. Il y a quelqu'un qui peut me traîner, quel que soit le peu de poids de ce sac, je n'ai même pas la force de mettre mes affaires dedans. C'est ça.